de rencontres. Il s'inscrit dans une série de rencontres institutionnelles à distance entre l'Académie et les stagiaires. Nous vous avons tout d'abord rencontré pour une première fois en août pour un premier temps d'accueil, puis nous avons eu un deuxième temps d'étape en novembre et aujourd'hui nous vous rencontrons à nouveau dans la perspective de la fin de l'année scolaire. Pour ce webinaire d'aujourd'hui, ont été invités l'ensemble des stagiaires du second degré de l'Académie, issus des concours internes et des concours externes. Donc ce webinaire réunit les voies générales, technologiques et professionnelles, toutes les disciplines et toutes les spécialités. Vous êtes ainsi plus de 1200 stagiaires à participer à ce webinaire et nous vous remercions très vivement pour votre présence encore très nombreuse aujourd'hui. Ce webinaire se déroulera de la manière suivante. Il débutera par une introduction de Marine Lamotte-Duncan, des RH de l'Académie, que nous avons la chance d'avoir à nos côtés aujourd'hui. Puis, il s'organisera en 3 temps. Un premier temps sur l'entretien professionnel, que vous allez passer dans quelques semaines. Puis, un deuxième temps sur la fin de l'année de stage, et nous aborderons toutes les questions liées au continuum de formation. Et enfin, un troisième temps sur le mouvement intra-académique. Lors de ces 3 temps, nous nous efforcerons d'apporter des réponses aux questions que vous avez posées via le sondage que vous avez reçu avec la convocation à ce webinaire. Les 3 temps de ce webinaire seront animés à la fois par des inspecteurs engagés dans la formation et l'accompagnement des stagiaires et également par des personnels de la DPE. Donc, ce sont des regards croisés, administratifs et pédagogiques qui vous seront proposés aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que, comme pour les autres webinaires, l'outil questions-réponses que vous connaissez bien maintenant est à votre disposition. Vous le trouvez en bas à droite de votre écran et il vous permet tout au long du webinaire de poser des questions auxquelles nous nous efforcerons de répondre. Donc, n'hésitez pas à vous en emparer. Je vous précise également que ce webinaire sera enregistré et les informations pour accéder à l'enregistrement vous seront communiquées ultérieurement. Sans plus attendre maintenant, je me tourne vers Marine Lamotte-Duncan, directrice des ressources humaines de l'Académie, à qui je cède la parole pour introduire ce webinaire. Bonjour à tous, merci beaucoup Raphaël. Donc c'est donc le 3e temps d'échange avec vous, la troisième fois que nous nous rencontrons dans le cadre de cet accompagnement. Raphaël Lombard-Bériou vous l'a précisé, cet accompagnement il mêle les corps d'inspection, les services du pôle RH, la formation et la division des personnels enseignants que je remercie tous très vivement de s'engager collectivement et ensemble pour cet accompagnement. Alors, ce temps d'échange, il s'inscrit dans cette politique d'accompagnement. Vous aurez des développements ultérieurement. Moi, je vais revenir sur 2 temps, de ce webinaire. Le premier, c'est celui de l'entretien professionnel, et puis le deuxième, s'agissant des opérations de mobilité. Sur l'entretien professionnel, le contexte, on en a déjà un peu parlé, vous le connaissez, hein, bien sûr, c'est celui de la crise sanitaire qui a conduit à l'absence d'épreuves d'admission au concours de l'année dernière. Et le ministre avait alors pris la décision d'organiser cet entretien professionnel qui est une étape dans votre processus d'évaluation dans lequel vous êtes engagé. C'est un élément parmi d'autres, et c'est bien cela qui vous sera également présenté tout à l'heure, hein, ça n'est pas une finalité, c'est une étape, un point, parmi d'autres dans cette évaluation, parmi l'évaluation de l'inspecteur, celle du chef d'établissement ou encore celle de l'inspé. Le deuxième temps sur lequel vous allez revenir aujourd'hui et puis dans les semaines qui vont venir également, c'est celui du mouvement intra-académique. Alors, on vous l'a également précisé, vous êtes participants obligatoires à la mobilité. Ça veut dire que vous devez tous formuler des vœux pour l'année prochaine. Pourquoi cette règle? C'est important de le préciser, me semble-t-il. En fait, cette règle, elle s'inscrit dans la politique de ressources humaines nationale et académique qui vise à couvrir l'ensemble des besoins d'enseignement sur nos 4 départements. Elle est primordiale pour servir le service public que vous avez choisi d'embrasser.
Donc, les grands principes de ces règles de mobilité figurent dans ce qu'on appelle les lignes directrices de gestion académique, qui ont été publiées cette semaine sur le site de l'Académie. À ces lignes directrices de gestion académique, dans lesquelles vous retrouverez les grands principes et qui vous seront présentés tout à l'heure par les équipes de la division des personnels enseignants, vous y avez également ce qu'on appelle des circulaires, c'est-à-dire les règles plus techniques, qui vous seront également présentées un peu aujourd'hui et puis dans les prochaines semaines, dans les toutes prochaines semaines également. Voilà, donc c'est un temps fort pour vous, riche d'informations que vous allez recevoir aujourd'hui. Et je vous clôturerai cette rapide intervention et introduction en vous renouvelant tous mes voeux pour une très belle fin d'année de stage, une année scolaire qui est encore riche devant vous, et en vous souhaitant une belle journée. Merci beaucoup, Madame Lamotte Duncan. Donc, je vous propose maintenant de passer au premier temps de ce webinaire consacré à l'entretien professionnel. Donc, comme on vous l'a dit, ce temps mêlera apport administratif et pédagogique. Alors, successivement, prendront la parole 4 intervenants. Olivier Hervy, adjoint à la chef de la DPE, puis 4 inspecteurs, donc ce sont 5 intervenants qui prendront la parole. 4 inspecteurs ensuite, Corinne Escal, Hassan Sidri, Valérie Le Galicier et Xavier Gabilly. Ce sont des inspecteurs qui appartiennent à des disciplines différentes, tous engagés dans l'accompagnement et la formation des stagiaires. À l'issue de ce temps, nous aurons un temps d'échange et nous répondrons aux questions que vous aurez posées dans l'outil questions-réponses. Donc Olivier Hervy, nous vous donnons la parole. Petit réglage Bonjour à tous. Alors, je vais évoquer avec vous quelques aspects administratifs et organisationnels de l'entretien professionnel. D'abord, sachez que les aspects réglementaires sont présents dans l'arrêté du 28 août 2020 que vous trouverez au JO numéro 02-12 du 30 août 2020. Dans un premier temps, qui est concerné par l'entretien professionnel? Alors, sont concernés tous ceux qui ont passé le concours 2020 et n'ont pas eu à passer l'oral d'admission. Je précise aussi que, parce que la question a été posée, les personnes qui ont passé le concours interne sont concernées, hein, ils n'ont pas eu d'oral, ils passent aussi l'entretien. De la même façon, les stagiaires qui sont dans le supérieur, les agrégés inter ou doctorants contractuels, devront passer cet entretien. Alors pour les doctorants contractuels, ils le feront au bout de leur 2e ou 3e année de contrat. Les inter, ça sera à la fin de cette année. Qui n'est pas concerné? Il y a tous les autres, effectivement. Mais je voudrais préciser que dans certains cas où il peut y avoir confusion, les personnes que les situations que je vais évoquer n'amènent pas d'entretien professionnel. Je pense aux personnes qui sont renouvelées cette année, qui sont stagiaires, mais renouvelées, ils ont passé le concours avant la session 2020, donc ils ne sont pas concernés. Les personnes qui sont en prolongation de stage, pour des raisons diverses, de maladies et autres, ils ont passé le concours avant 2020, ils ne sont pas concernés. Et les personnes qui étaient en report de stage et qui cette année ont achevé leur report de stage et se retrouvent donc de coup en stage cette année, ils ne sont pas concernés par le report professionnel. Alors quand vont avoir lieu ces entretiens? Eh bien, du 22 mars au 16 avril. Vous allez recevoir incessamment pour les premiers entretiens vos convocations, sachant qu'elles doivent être délivrées 15 jours avant votre entretien, au moins. Vous allez les recevoir sur votre boîte mail professionnelle et personnelle. Donc je vous invite à les consulter avec attention. Sur cette convocation, vous serez demandé de présenter votre carte d'identité, la convocation. N'oubliez pas d'avoir votre masque. Et je voulais vous préciser, ça c'est vraiment du pratico-pratique, que sur les sites, il n'y aura pas de place de parking, donc faites attention. C'est précisé sur les convocations, mais vous ne pouvez pas être accueillis sur les parkings des sites du rectorat.
Je voulais vous avertir aussi que pour certaines disciplines, des petites, dans leur volume, disciplines où les moyens humains en termes d'inspection sur l'académie ne permettent pas de pouvoir faire composer les commissions pour tout le monde, ce seront des inspecteurs d'autres académies qui interviendront, et de ce fait, ils seront en visio. Donc ne vous étonnez pas, pour certains, ce sera un inspecteur qui sera en face de vous, mais dans le cadre d'une visio. Par contre, vous aurez le deuxième membre de la commission qui sera présent physiquement. Enfin, si un confinement général devait être déclaré, eh bien, on organisera des entretiens par visio. Donc là aussi, je vous invite, si ça devait arriver, à consulter vos boîtes mail, parce qu'on vous enverra le lien par mail. Alors comment se passe cet entretien? Déjà, la commission, sachez qu'elle est composée, la commission est composée de 2 personnes, un inspecteur de la discipline dans laquelle vous êtes stagiaire, ou du groupe disciplinaire, et un membre de votre corps, c'est-à-dire pour les certifier, un enseignant certifié, un enseignant agrégé. Si vous êtes PLP, ce sera un membre du corps des PLP, ou un membre, un chef d'établissement, un personnel de direction. Cet entretien, c'est 30 minutes, 10 minutes de présentation d'une situation personnelle, professionnelle vécue pendant l'année scolaire en cours, et 20 minutes d'échange avec les membres de la commission. Pour cet entretien, pas de support, pas de remise de documents à la commission. Alors, au final, comment cela se concrétise-t-il? Eh bien, les membres de la commission vont rendre un avis, sur une fiche d'avis, qui peut être de 3 types: un avis favorable, un avis défavorable ou un avis réservé. La valeur de cet avis, eh bien, il est identique aux autres que le stage sera amené à produire. Vous aurez un avis aussi de l'inspecteur qui vous aurez un avis du chef d'établissement et un avis de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel aussi vous accomplissez le stage. Il aura donc la même valeur, ni plus ni moins. Donc le résultat de cet entretien sera pris en compte dans l'ensemble. Donc si ça s'est mal passé, ça n'engage rien sur l'avenir. Et si ça s'est bien passé, voilà, il faudra aussi que les autres avis soient du même ordre. Enfin, pour finir, je vous précise que cet avis pourra être consultable comme tous les autres documents relatifs au stage. Je vous remercie pour votre écoute et je passe la main à ma collègue Corinne Escal pour l'inscription. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, nous avons déjà évoqué l'entretien professionnel lors du webinaire de novembre. Il est toutefois important de rappeler certains éléments et de vous rappeler des informations complémentaires, étant donné que ces entretiens vont commencer très bientôt, à savoir le 22 mars, pour se dérouler jusqu'au 16 avril. Alors, notre intervention va se dérouler en 4 temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter les modalités et les attendus. Ensuite, mon collègue Hassan Sidri interviendra sur les avis de la commission qui prennent appui sur une grille d'évaluation qu'il va vous présenter. Et ensuite, Valérie Le Galissier et Xavier Gabili vous donneront des conseils pour la préparation à cet entretien et pour aborder l'échange avec la commission. Alors, nous vous l'avons dit, l'entretien professionnel est un entretien qui dure 30 minutes. Il débute par une présentation par le stagiaire d'une durée de 10 minutes d'une situation professionnelle personnelle vécue pendant l'année scolaire en cours. Le stagiaire décrit et analyse la situation et les choix qu'il a été amené à faire. Et l'entretien est ensuite consacré à un échange avec la commission. Cet entretien permet, en prenant appui sur la première partie, d'évaluer la capacité d'analyse et de réflexivité relativement à la pratique professionnelle de l'année en cours. Donc, lors de la présentation de 10 minutes, vous aurez à décrire cette situation. C'est une description factuelle,
précise qui permet de montrer le contexte d'exercice et sa spécificité. Tout élément pertinent qui permet d'éclairer la situation sera apprécié. Ces éléments permettront de faire comprendre la problématique à la commission et d'alimenter les échanges. Alors, cette situation peut être ponctuelle, c'est-à-dire qui a lieu à un instant T, par exemple la gestion d'une situation particulière d'apprentissage, ou être inscrite dans la durée ou même récurrente sur une thématique précise. Mais surtout, elle doit être ancrée dans votre pratique de terrain. Il ne s'agit pas de faire une présentation hors sol, mais de partir de situations professionnelles et vécues cette année. La situation mettra en évidence une problématique d'enseignement-apprentissage ou d'éducation. Elle révélera votre connaissance de la didactique de votre discipline et ses enjeux, mais également la connaissance du système éducatif dans lequel vous exercez. Il est attendu une prise de distance professionnelle, c'est-à-dire être capable de développer une démarche réflexive sur sa pratique. Elle peut être étayée de contenu théorique, développé par exemple en formation à l'INSPE, mais il sera surtout apprécié de faire le lien entre les contenus théoriques et la pratique professionnelle de terrain. Enfin, vous exposerez l'explicitation de vos choix. L'enseignement repose essentiellement sur des choix, des prises de décision qu'il conviendra d'expliciter et d'argumenter. Toute action devra être motivée dans le discours. Ensuite, la partie interactive montrera votre capacité d'écoute. Elle permettra de préciser certains points, d'aller plus loin ou parfois de réorienter les démarches. Donc, sera appréciée également votre capacité à réévaluer la situation au regard d'éléments neufs. Il vous a été dit, l'arrêté du 28 août 2020 ne prévoit pour le candidat ni temps de préparation préalable à l'entretien, ni remise de documents à la commission d'entretien, donc il n'est pas la peine d'apporter des documents, ce qui exclut également tout diaporama. Les notes aide-mémoire ne seront pas interdites, mais nous vous encourageons à vous en écarter le plus possible pour avoir une communication naturelle et un contact visuel constant avec les membres de la commission. Il s'agit bien sûr d'un critère d'évaluation. Chaque commission comprend 2 membres. Un membre du corps d'inspection de la discipline et un membre du corps auquel appartient le professeur stagiaire ou un membre du corps des personnels de direction. Et ensuite, donc, l'avis de la commission est formalisé au moyen du modèle qui a été publié au bulletin officiel du 24 décembre 2020, ce dont va parler Hassan Sidri maintenant. Merci Corinne, donc Hassan Sidri, inspecteur économie-gestion. Donc là, en fait, l'avis de la commission va nous permettre d'aller examiner un peu les attendus par la commission. Alors, l'avis, il est élaboré à partir d'une grille qui se présente en 2 parties, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. La première partie du modèle va permettre d'évaluer les 10 minutes de présentation par le stagiaire, c'est-à-dire la présentation d'une situation professionnelle, personnelle vécue pendant l'année scolaire en cours. Pendant cette partie, lors de cette évaluation, la commission va porter son regard sur 3 éléments, trois compétences. D'abord, il y a la communication sur la forme, le respect de la durée de la présentation, l'attitude, la clarté de l'expression, l'usage de la langue française, etc. Le second item qui va être observé, c'est celui de la qualité de l'analyse de la situation professionnelle vécue pendant l'année en cours. Alors, le modèle d'avis de la commission d'entretien précise bien que cette situation professionnelle vécue par le stagiaire se définit comme un exemple de séquence, Corinne en a parlé, ou de séance pédagogique, ou d'événement qui a conduit le stagiaire, et notamment pour les enseignants, à mettre en œuvre des qualités pédagogiques, didactiques, de gestion de classe, avec une classe ou un groupe d'élèves. Ensuite, le jury, la commission va s'intéresser à la pertinence du choix que le stagiaire a été amené à faire en regard des obligations professionnelles, mais aussi du référentiel de compétences. Et là, on vous conseille de consulter le document d'accompagnement que vous avez sûrement utilisé avec vos tuteurs,
qui rappelle à la fois les compétences du référentiel, des compétences des enseignants, les composantes de ces compétences, ainsi qu'il donne des descripteurs en fait, pour des paliers de performance. Vous trouverez donc ce document dans le bulletin officiel du 26 mars 2015. Il correspond donc à la fiche 14. Ces informations ou ces références réglementaires vous sont communiquées bien évidemment sur le diaporama. La seconde partie va permettre d'évaluer le candidat pendant l'échange, pendant les 20 minutes ou pendant l'entretien. Là encore, la commission va évaluer la communication, mais cette fois-ci, elle va plus s'intéresser au positionnement vis-à-vis de la commission, la qualité de l'échange, de l'argumentation. Ce sont donc ces éléments-là qui seront observés. Ensuite, la commission va s'intéresser à la capacité d'analyse et de réflexivité dans les domaines de compétences qui ont déjà été cités, donc à savoir l'intégration des éléments réglementaires et institutionnels dans l'exercice des responsabilités attachées à sa fonction, les compétences relationnelles de communication et d'animation qui vont permettre et vont favoriser la transmission et l'implication et la coopération au sein de la communauté éducative et son environnement. Et enfin, selon les corps d'appartenance, pour les enseignants, pour les personnels enseignants, elle va s'intéresser aux compétences professionnelles qui sont liées à la maîtrise des contenus disciplinaires et à leur didactique. Pour les personnels d'éducation, aux compétences professionnelles liées à l'organisation des contenus disciplinaires et à la gestion de la vie scolaire dans l'établissement. Et enfin, pour les psy-EN, ce seront les compétences professionnelles liées à l'apport spécifique du psychologue de l'éducation nationale pour la réussite scolaire de tous les élèves. Pour chacun des items, la commission va positionner le stagiaire selon 3 paliers de performance, qu'on voit bien sur la grille, soit satisfaisant, à consolider ou insuffisant. Et suite à cet entretien, la commission va profiler le candidat pour émettre un avis qui va donc concerner sa capacité d'analyse et de réflexivité par rapport à la pratique professionnelle. Cet avis, Olivier, on a parlé tout à l'heure, il peut être soit favorable, défavorable ou réservé. Et l'avis, il sera donc commenté et complété par une appréciation littérale. Voilà. Cet entretien, certes, n'est pas un oral, mais il doit quand même se préparer. Et pour cela, je vais passer la parole donc à ma collègue Valérie Le Galissier, qui va vous donner quelques pistes, quelques conseils pour le préparer. Merci Hassan pour ces éléments. Donc Valérie Le Galissier, IEN Lettres, Histoire, Géographie. Je reviens donc sur une question qui bien évidemment vous préoccupe au premier chef, puisque comment face à cet entretien professionnel qui remplace les oraux d'admission, comment se préparer efficacement à un modèle neuf. Alors je le répète parce que j'ai vu de nombreuses questions à ce sujet. Il s'agit bien pour les candidats concernés, ce sont les candidats qui n'ont pas passé les oraux d'admission en 2020. Donc, les candidats qui seraient issus d'autres sessions de recrutement ne sont pas concernés. Alors, première chose pour commencer, d'abord, il faut distinguer ce qu'on entend par préparer l'entretien, qui n'est pas s'entraîner au titre d'un entraînement au travers d'oraux blancs, hein, à l'entretien professionnel, donc à l'INSPE ou avec les formateurs académiques, avec vos tuteurs. Il n'y a pas prévu, il n'y a pas de séances d'entraînement spécifiques qui sont prévues. Mais on est ici sur une préparation au long cours, à travers des séances d'analyse réflexive ou d'échange de pratiques que vous avez conduites dans le cadre de l'INSPE ou avec votre tuteur académique. Ensuite, préparer l'entretien, c'est bien en connaître et en comprendre les attendus. Je crois que mes 2 collègues sont revenus très largement sur ces attendus, en particulier en vous présentant la grille d'évaluation. Donc, de ce fait, il faut bien les comprendre et bien les connaître. Et pour répondre à ces attendus, être en mesure de choisir une situation professionnelle pertinente. Corinne Escal, tout à l'heure, vous a défini quelles étaient les situations professionnelles attendues, en tout cas une typologie. Donc, ce sont des situations professionnelles que vous aurez vécues au cours de votre année scolaire. Et il nous semble que là, la préparation, elle est aussi dans le choix
de cette situation professionnelle qui peut être déterminée à l'aide de votre tuteur académique ou bien encore des formateurs de l'INSPE. Alors, petit point de vigilance, cette situation professionnelle, elle doit vraiment être adossée à votre champ didactique, à votre champ pédagogique, bref, au champ des compétences qui vous revient, vous, enseignants disciplinaires, ou bien vous, CPE ou PsyEN. Et puis, s'il est possible de s'appuyer sur les exemples que vous aurez pu traiter, par exemple, dans le mémoire de master ou le TSNR en préparation, eh bien l'entretien n'est pas la répétition de la soutenance de ce mémoire ou de la présentation du TSNR. Autre point, vous devez être en capacité de présenter clairement cette situation professionnelle. Là encore, on vous a rappelé quels étaient les éléments principaux de cette présentation, donc enjeux et finalités pédagogiques, le déroulé synthétique dans une description et une description qui permette de comprendre la relation pédagogique construite avec l'élève. Et puis, votre capacité aussi de porter une analyse réflexive sur sa construction et sa mise en œuvre, à savoir bien identifier les potentialités de cette situation pédagogique, mais également ses points de faiblesse et ce que l'on pourrait faire pour les améliorer. Donc, on n'attend pas forcément une séquence modèle, une séance idéale ou se poser comme thème, mais bien un exemple, alors évidemment pertinent, d'une situation professionnelle qui a posé question et qui a donc suscité une réflexion de votre part avec des pistes d'amélioration. Et puis, vous êtes dans un entretien professionnel, donc vous devrez être en capacité de mobiliser un vocabulaire métier pour identifier et évoquer les problématiques et les gestes professionnels en jeu dans cette situation. Donc, vous comprenez bien que dans vos discours, les discours que vous tenez avec vos tuteurs académiques ou dans le cadre de l'INSPE, vous devez être maintenant aguerri à utiliser ce vocabulaire. Alors, par conséquent, et vous l'avez bien compris, puisque vous ne pourrez avoir que quelques notes succinctes, préparer l'entretien, c'est bien l'anticiper. C'est aussi anticiper sa structuration, la structuration du discours que vous allez tenir en fonction des objectifs précédemment définis. Et puis, c'est garder tout de même, sans apprendre par cœur le discours que vous allez tenir au jury, devant le jury, la mémoire de la trame, les idées essentielles de sa présentation, dans le temps imparti qui vous est accordé, ces fameuses 10 minutes, pour que vous puissiez développer, et Corinne Escal l'a dit tout à l'heure, une pensée à la fois construite et fluide. Alors, je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Xavier Gabilly, qui va revenir sur la deuxième partie de cet entretien professionnel, donc l'échange avec la commission. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, je reviens sur cette deuxième partie de l'entretien professionnel. D'abord, je rappelle, même si cela a déjà été dit, qu'il ne s'agit pas d'un oral de titularisation ou d'un oral de concours. Il s'agit vraiment d'un entretien professionnel et donc les questions que nous aurons l'occasion de vous poser dans les commissions ne seront pas du même type que celles que l'on pose lors d'un oral de concours. Alors, pour quelle question va-t-on vous poser? On va s'inspirer de l'arrêté du 28 août qui présente cet entretien professionnel pour construire ces questions. Et on va se baser sur les 3 axes qui apparaissent dans cet arrêté du 28 août que vous voyez apparaître à l'écran. Premier axe, l'exercice du métier, les aspects institutionnels, les valeurs de la République. Deuxième axe, les compétences relationnelles, les capacités de communication et d'animation. Et troisième axe, enfin, les compétences professionnelles, le cœur du métier, que ce soit le cœur disciplinaire ou que ce soit la gestion de la vie scolaire pour les CPE. Alors, vous pouvez largement imaginer que la commission va enchaîner pour la deuxième partie de l'entretien sur la présentation de la situation professionnelle que vous avez menée. On va enchaîner, par exemple, sur des questions disciplinaires, mais on ne va pas vous poser des questions niveau licence ou niveau master. On va être plutôt sur quels sont les prérequis que les élèves doivent maîtriser pour entrer dans la séance ou dans la séquence que vous avez présentée,
quelles sont les suites que l'on peut donner à l'activité que vous avez proposée et analysée? Quels sont quelles sont les connaissances académiques en lien avec l'activité que vous avez construite? Quel est l'écart entre le savoir académique et puis la transposition didactique que vous avez choisi de mettre en œuvre? Quelles sont les autres entrées pédagogiques que l'on aurait pu imaginer pour telle ou telle activité que vous concevez? Autrement dit, pour faire plus simple, c'est de vous poser la question et de voir avec vous si vous avez choisi une activité parce qu'elle était proposée dans le manuel de la classe, ou si vous avez vraiment réfléchi aux difficultés de l'activité en question, aux besoins des élèves et à la construction et à sa place dans un continuum de formation. Après ce premier temps qui enchaîne naturellement sur votre présentation, il y aura un questionnement lié aux compétences relationnelles. Sur cette partie des compétences relationnelles, peu de questions a priori. C'est quelque chose qui va s'évaluer au fur et à mesure de l'entretien. Néanmoins, on pourra observer si vous êtes capable de ne pas rester tout seul dans votre coin lors de votre exercice du métier, par exemple en faisant appel de façon appropriée. Alors, ça peut être au chef d'établissement, au professeur documentaliste, au CPE, à l'infirmière, au professeur principal, à l'équipe pédagogique, à l'équipe disciplinaire. Je dois en oublier un petit peu, mais en tout cas, un enseignant ne doit pas rester seul dans son coin et on verra avec vous si vous avez pris le temps au cours de cette année de vous intéresser aux personnes de la communauté éducative. Troisième point, c'est les éléments donc institutionnels, l'exercice du métier, les valeurs de la République. Dans cette partie-là, alors on est toujours bien entendu dans un entretien professionnel et nous nous adressons à des professeurs stagiaires qui sont donc en début de carrière, donc on ne va pas vous demander d'être expert, mais néanmoins dans cette partie-là, on va pouvoir s'éloigner de la situation professionnelle que vous avez présentée et vous proposer un certain nombre de thèmes très variés sur lesquels on peut vous emmener et sur lesquels on peut vérifier que vous avez eu au cours de l'année envie d'observer ce qui pouvait se dire. Alors je vous fais une petite liste non exhaustive, non hiérarchisée de ce sur quoi nous pouvons vous proposer de dialoguer. Alors, la place du numérique dans votre pratique professionnelle, la différenciation pédagogique, l'interdisciplinarité, l'éducation prioritaire, le climat scolaire, l'égalité filles-garçons, l'inclusion, les luttes contre les discriminalités, la laïcité, mais également le rôle du conseil d'administration ou du conseil pédagogique. Qu'est-ce que c'est que le projet d'établissement? Que peut-on dire de l'orientation? Voilà, j'en ai déjà dit beaucoup. On peut parler également de liaison école-collège, collège-lycée, lycée-université. Beaucoup de thèmes possibles que l'on peut aborder avec vous. Je redis, on ne vous demande pas d'être expert, on vous demande d'être capable d'apporter un premier élément de réponse et ensuite de rentrer dans l'échange avec les membres de la commission. Alors, je vous donne un exemple peut-être. On peut vous poser la question de façon très générale, du type « Que pouvez-vous nous dire sur l'évaluation ?» Ou bien vous poser à peu près la même question, mais en vous proposant une situation relativement précise. Les notes à un devoir que vous avez proposé sont catastrophiques. Comment réagissez-vous? Sur ce même thème, finalement, l'évaluation, soit on vous pose la question de façon générale et on vous invite à rendre ce thème vivant à travers des situations que vous avez pu rencontrer au cours de l'année, soit partant d'une situation relativement précise, eh bien, on va vous demander d'être capable d'élargir
à la notion la plus générale possible. Je termine mon propos en rappelant qu'il s'agit effectivement d'un entretien professionnel qui s'adresse à des professeurs stagiaires débutants en début de parcours. Donc, pas d'expertise attendue de la part des membres de la commission, mais une capacité de réagir et une ouverture d'esprit pour entrer dans l'échange au cours de cet entretien. J'en ai terminé. Nous allons, je pense, pouvoir prendre quelques questions. Peut-être rappeler sur cette dernière diapositive les différents textes officiels. Donc l'arrêté du 28 août 2020, et vous retrouverez le lien sur le diaporama, et puis le BO du 24 décembre avec la grille d'évaluation sur laquelle les commissions s'appuieront. Merci beaucoup Xavier. Alors Xavier, Valérie, Hassan, il y a beaucoup de questions sur la présentation, les 10 premières minutes en fait. Et beaucoup de professeurs stagiaires se demandent, se posent la question, quelle situation vont-ils choisir? Quelle situation est pertinente pour cet entretien professionnel? Également des questions très ciblées. Est-ce que par exemple, je peux aborder lors de mon entretien professionnel la liaison CM2 6e en langue vivante? Ou est-ce que cette situation doit être ponctuelle? Voilà, je pense qu'on peut peut-être donner des réponses à ces questions. Alors, est-ce que l'un d'entre vous souhaite commencer peut-être par donner des éléments de réponse? Alors, je veux bien me lancer. Alors, par exemple, la liaison CM2 6e au niveau, alors en langue vivante ou autre chose. En mathématiques. Ou en mathématiques, pourquoi pas, c'est une bonne idée, merci. Pourquoi pas, à condition que l'on s'appuie sur du vécu. Il ne s'agit pas d'être dans du hors-sol, de faire la liaison CM2 6e de façon générale, mais vraiment de partir d'une situation de vécu, d'une rencontre, d'un travail, par exemple, avec des enseignants de CM2 et d'une mise en œuvre dans la classe. Dès lors que l'on est sur une mise en œuvre dans la classe, alors c'est tout à fait pertinent. Ça répond également à la question, est-ce qu'on fait quelque chose de ponctuel ou est-ce qu'on peut s'inscrire sur un temps plus long? À nouveau, les deux cas sont tout à fait envisageables. Quelque chose de ponctuel, on justifie le choix ponctuel. Quelque chose sur du long terme, c'est tout aussi envisageable et d'expliquer pourquoi il y a ce temps long que l'on a mis en place, pourquoi un temps long est nécessaire. Est-ce que Valérie ou Hassan, vous souhaitez compléter? Oui, je peux compléter. Effectivement, donc l'expression situation professionnelle permet finalement d'envisager toutes sortes de temps pédagogique, ce qui est quelque part offre une liberté de choix. Ce qui peut être intéressant, c'est peut-être rentrer par les problématiques ou des dilemmes professionnels. Alors moi, je vais rester sur mes champs disciplinaires français, histoire, géographie que je maîtrise mieux, mais on peut, au travers d'un récit d'expérience d'une séance particulière, évoquer par exemple la façon dont on amène les élèves à rédiger en histoire-géographie, par exemple, pour maîtriser la compétence racontée. Voilà, ça peut être un exemple, une problématique plus large, mais appuyée par un exemple vécu en classe au cours d'une séance ou bien d'une séquence. Je pense que la problématisation de la présentation de la situation professionnelle permettra de l'interroger et d'avoir cette analyse réflexive qu'on attend finalement de vous. Hein. Ce n'est pas un récit, alors certes, c'est un récit factuel que l'on demande, mais au-delà des faits, on comprend bien qu'il faut réfléchir sur
les questions didactiques, les questions pédagogiques impliquées par l'entrée que l'on a choisie, les objectifs en termes d'apprentissage que l'on a souhaité définir dans le cadre de cette séquence pédagogique, bref, situation professionnelle vécue. En tout cas, je parle là pour le pôle plutôt enseignant, et c'est ainsi qu'on parviendra à tenir un discours et à tirer une forme de réflexion et des pistes de remédiation éventuellement sur des points qu'on a permis de dégager à l'issue de cette pratique professionnelle. Bon. Merci beaucoup Valérie. Il y avait une autre question. Juste, Corinne, oui. Si on veut compléter de façon un peu plus transversale par rapport aux interventions de Valérie et de Xavier, si tu permets, en fait, pour savoir un peu comment on construit la séquence, il faut regarder les attendus. Et les attendus, on les retrouve dans la grille. Je vais rentrer par un item ou une compétence. L'intégration des éléments réglementaires et institutionnels. Ça veut dire, en fait, la situation professionnelle que je vais proposer va être un prétexte pour montrer au jury que je suis capable de m'appuyer sur les compétences de l'enseignant qui sont dans le référentiel. Par exemple, comment, à travers une situation, je vais installer, si on parle des valeurs de la République, et c'est pour ça que c'était intéressant de renvoyer vers l'outil d'accompagnement. Si je veux montrer que je suis capable de prendre en compte les valeurs de la République, je vais montrer au jury que par exemple, comment je fais circuler la parole comment j'installe le débat dans la classe, comment je prends en compte l'égalité filles-garçons, comment je m'intéresse aux problématiques qui sont liées à l'orientation, notamment si je suis dans la voie professionnelle. En fait, l'idée, c'est de montrer qu'on se prépare à un métier et que ce métier, il est constitué de plusieurs compétences. Et c'est ça que le candidat doit mettre en avant. Voilà. Bien, merci beaucoup, chers collègues. Le temps avançant, je vais me tourner vers Naïma Ezaki, chef de la DPE, pour savoir si il y a une question d'ordre administratif. Elle a répondu en cours des interventions aux différentes questions d'ordre administratif. Est-ce qu'il y a encore une question, Naïma, un peu générale à laquelle tu souhaites apporter des éléments de réponse? Alors, oui, il y a une question qui me paraît très importante de partager et je laisserai la parole à Olivier pour répondre. Il s'agit de la place que prend l'avis rendu dans le cadre des entretiens professionnels sur la titularisation. Je prends l'exemple très concret d'une question qui a été posée. Quelles sont les conséquences si l'oral ne se passe pas bien et sur la titularisation? Je te laisse prendre la parole, Olivier. Oui. Alors, comme je disais, l'avis a la même valeur que les autres avis qui sont rendus à l'issue du stage. Vous savez qu'il y a l'inspecteur qui rend un avis, le chef d'établissement aussi rend un avis, de même que l'établissement d'enseignement supérieur qui intervient dans le stage. Ces avis sont étudiés par le jury. Et la règle, c'était quand il y a un avis défavorable, le stagiaire est vu par le jury. Donc, au moins un, si vous voulez. Et après, le jury se prononce sur la titu, le renouvellement ou le licenciement, qui reste rare. Mais voilà. Donc, dans cette perspective, l'avis rendu à l'issue de l'entretien, il est équivalent aux autres, ni plus ni moins. Donc s'il y a un avis négatif, l'enseignant sera, au regard des autres avis, probablement peut-être entendu, et ce qui n'engage à rien non plus. Et s'il y a un avis positif et que tous les autres avis sont positifs, il sera titularisé. S'il a un avis positif et qu'il y a d'autres avis négatifs, il sera vu par le jury et qui déterminera, in fine, la situation de l'enseignant. Alors, je voudrais juste revenir sur une question qui a été très récurrente sur des situations individuelles sur lesquelles on ne va pas répondre ici parce que c'est pas le lieu. Concrètement, est-ce que je suis concernée ou pas parce que de mémoire, j'ai bien passé l'oral. Vous inquiétez pas, si vous avez passé l'oral en temps voulu, vous ne serez pas concerné par la convocation qui va vous être envoyée par la DPE. Donc, on me pose plein de questions sur des situations individuelles sur lesquelles je ne pourrais pas répondre ici sur le chat. Voilà. Bien.
Alors, effectivement, il y a peut-être encore un certain nombre de questions auxquelles nous n'avons pas apporté aujourd'hui d'éléments de réponse. Nous vous invitons à prolonger la réflexion avec vos tuteurs, vos formateurs académiques, les inspecteurs référents formation, vos chefs d'établissement éventuellement, ou les services de la DPE. Hein. Nous sommes tous là pour répondre à vos questions jusqu'au moment de cet entretien professionnel. Je vous propose, et donc je remercie hein, les collègues pour tous leurs apports dans ce premier temps du webinaire. Alors je vous propose maintenant de passer au second temps de ce webinaire. Donc il y a l'entretien professionnel que vous allez passer entre le 22 mars et le 16 avril, et puis il y a ensuite la fin de l'année scolaire. Et pour aborder la fin de l'année scolaire dans une perspective de continuum de formation, dans une projection également sur les premières années de néo-titulaires, eh bien, je cède la parole à deux collègues inspecteurs, Laure Gatpaille, IEN-ETEG, et Antoine Broussy, IAIPR. Leurs disciplines sont indiquées, mais comme précédemment, ces collègues parlent finalement d'une manière générale et ne s'adressent évidemment pas uniquement aux stagiaires de leur discipline. Donc Laure et Antoine, à vous la parole. Merci Raphaël. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors notre intervention portera sur les perspectives de travail et de réflexion à engager dans cette fin d'année. Alors nous aborderons la thématique de la formation professionnelle continue dans le prolongement de la formation initiale. Alors, nous proposerons des pistes de réflexion pour répondre aux questionnements suivants. Comment se construire une identité professionnelle pour mieux appréhender les enjeux du système éducatif? Et alors, dans un premier temps, je vais rappeler très brièvement les grandes étapes du calendrier de cette fin d'année. Alors, pour les lauréats du concours 2020, la procédure de titularisation est exceptionnellement adaptée en raison de l'absence d'épreuves orales. En effet, comme évoqué précédemment par nos collègues, un entretien professionnel est prévu en complément des modalités habituelles d'évaluation. Dans la première quinzaine de mai, vos tuteurs vont déposer dans l'application Compa le bilan final qui constitue une partie de l'avis qui est formulé par l'inspecteur référent de formation. Le chef d'établissement fera de même et l'inspect également. Alors, tous ces éléments seront communiqués au jury académique qui préparera alors le jury de titularisation. Lorsqu'un élément formule un avis insuffisant, le jury convoque le stagiaire pour un entretien. Donc, ce dernier pourra prendre connaissance des pièces de son dossier et s'exprimer devant les membres du jury. Et l'avis de titularisation sera ensuite rendu début juillet. Alors, pour les professeurs agrégés, les éléments, dont le rapport d'inspection en particulier, seront communiqués à l'inspection générale qui se prononcera également sur la titularisation. Dans tous les cas, l'avis final est bien fondé sur un niveau de maîtrise satisfaisant des compétences qui sont contenues dans le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation. Comme vous le voyez, cette fin d'année sera donc rythmée par plusieurs échéances importantes. Donc, il est nécessaire de se projeter dans cette fin d'année, anticiper et se préparer pour les échéances à venir, mais aussi se projeter dans l'année N+1. Réfléchissant à son parcours professionnel. Alors, en particulier, pour les professeurs concernés, le travail avec votre tuteur pourra ainsi être utilement orienté dans la perspective de la préparation de l'entretien professionnel dont il a été question précédemment. Alors, il ne s'agit pas de réviser ni de répéter, mais plutôt d'échanger avec votre tuteur pour calibrer éventuellement les contours de la situation professionnelle que vous avez retenue. Échanger également avec votre tuteur sur les questions que vous pouvez avoir qui sont relatives aux aspects institutionnels du métier, en termes d'éthique, mais aussi de posture professionnelle. Les quelques semaines qui vont suivre jusqu'à la mi-mai pourront également être consacrées à travailler des axes particuliers qui ont été identifiés à l'occasion du bilan intermédiaire et sur lesquels vous avez pu déjà mettre l'accent. Pour rappel, l'évaluation finale pour la titularisation tient compte prioritairement des progrès que vous avez pu accomplir,
à la fois pour stabiliser ou consolider certains gestes professionnels. Donc, il est donc encore temps d'avancer sur ces différentes questions. Et pour finir, une fois passée la rédaction du bilan final, nous vous invitons également à mettre à profit les derniers moments d'échange pour entamer un bilan réflexif de cette année de formation. Celui-ci pourra croiser le travail de recherche que vous avez réalisé dans le cadre de votre formation à l'INSPE. Il sera utile pour vous d'identifier vos besoins de formation pour l'année prochaine, mais aussi pour les années à venir. Alors, quels ont été vos centres d'intérêt professionnels spécifiques cette année? Dans quel domaine ressentez-vous encore des besoins de formation? Ce temps de travail sera l'occasion de réfléchir en commun à plusieurs formations auxquelles vous inscrire au plan académique de formation, le PAF. Donc ce PAF sera ouvert dès le mois de juin et encore dans les premières semaines de septembre. Donc nous soulignons ici à nouveau l'importance de construire un parcours de formation professionnelle au regard de vos besoins. Alors vous avez bien évidemment commencé à acquérir des gestes professionnels qui nécessitent d'être consolidés et étoffés tout au long de votre carrière. Alors, je vais laisser la parole à Antoine Broussy qui va poursuivre la présentation pour aborder l'entrée dans ce continuum de formation. Je vous remercie de votre attention. Merci Laure et bonjour à toutes et à tous. Votre engagement en effet dans une démarche de formation continue est essentiel. Votre titularisation, si elle marque l'achèvement d'un processus qui a conduit des études jusqu'à votre nouveau métier, ne signifie pas pour autant un aboutissement. Elle est au contraire un départ. Les conditions d'exercice si particulières de cette année vous rappellent chaque jour qu'être professeur, c'est d'une part aimer transmettre, mais aussi faire grandir des individus pour donc effectivement consolider leur formation et savoir aussi donc s'adapter. Vous, savoir s'adapter. L'acte de formation aujourd'hui ne se résume pas à un acte de transmission. L'épanouissement que vous recherchez pour vos élèves, comme pour vous-même, passe par une expertise à la fois disciplinaire, didactique et pédagogique. Travailler à la réussite des élèves, c'est comprendre les mécanismes d'apprentissage, trouver les bonnes entrées pour susciter l'intérêt et le goût d'apprendre, aider les élèves à apprécier l'effort et à connaître la satisfaction du travail bien accompli, leur donner confiance dans leurs capacités et confiance en eux, faire d'eux des êtres acquis à la pensée rationnelle afin de sécuriser leur autonomie face à tous les complotismes et obscurantismes, et ainsi leur permettre de devenir des citoyens éclairés, libres et responsables. Cette tâche éminemment gratifiante, qui est la vôtre, mais qui est aussi éminemment complexe, suppose une expertise professionnelle que la formation continue vous aidera à acquérir. Non que vous ne puissiez y parvenir seul, mais surtout afin d'y parvenir plus vite et former ainsi efficacement le plus d'élèves possible. C'est pourquoi nous vous conseillons véritablement de consulter les offres du PAF, donc avec votre tuteur comme ça a été indiqué, non seulement dans votre discipline, mais aussi les offres transversales qui peuvent vous aider également à compléter votre parcours de formation sur des objets qui sont effectivement importants pour vous, disciplinairement parlant, mais qui peuvent aussi vous éclairer sous un angle pédagogique croisé. Quelle que soit l'entrée que vous choisirez, que ce soit l'évaluation, la pédagogie de projet, les neurosciences, la différenciation, etc., celle-ci ouvrira sur toutes les autres, tant il est vrai qu'en éducation, tout est dans tout. Mais pour être efficace, il importe de ne pas vouloir tout faire, ce qui revient à agir sans plan ni méthode, mais à explorer justement méthodiquement un champ d'apprentissage et de savoir-faire, de compétences professionnelles, donc par lequel vous avancerez et les années expérience aidant vous orientera aussi vers les autres champs, de savoir-faire et que vous pourrez aussi nourrir de votre expertise acquise. Voilà, c'est pourquoi aussi nous vous suggérons de vous appuyer sur des collectifs de travail. Vous avez été invité à partager vos approches et réflexions pédagogiques cette année avec un tuteur. Conservez cette habitude avec vos futurs collègues. Les échanges informels sont en effet importants, vous l'avez sans doute déjà constaté cette année, mais vous aurez peut-être aussi remarqué que travailler collectivement sur vos pratiques, réfléchir ensemble à des problématiques rencontrées par les élèves constitue un levier puissant de développement professionnel. Alors, nous vous invitons donc à vous appuyer sur des collectifs existants dans les établissements où vous pourrez être affecté, voire à les susciter. Alors, ce sera certainement un appui précieux pour vous pour partager des ressources, pour réinvestir des apports théoriques nombreux, notamment ceux que vous avez reçus cette année en formation,
dont vous mesurerez certainement aussi un peu mieux la portée avec le recul. Donc, le fait de s'observer, de partager ces techniques, ces idées, ces innovations facilite évidemment après leur régulation au fil du temps et dans votre travail. Par ailleurs, nous pouvons aussi ajouter, en fonction après de vos situations personnelles, que des accompagnements spécifiques pourront être mis en œuvre dans vos académies, la nôtre ou d'autres académies si vous êtes amené à nous quitter. Et tout cela constituera un point d'appui précieux pour vous approprier de nouveaux savoirs et actualiser vos connaissances ou échanger encore entre pairs. À ce titre, nous pouvons donc aussi évoquer un projet que nous avons dans l'académie, justement de susciter des collectifs de travail sur les territoires de proximité entre professeurs néo-titulaires, dans le cadre aussi de parcours de formation qui seront dédiés. C'est un projet que nous espérons voir aboutir à la rentrée 2022. Vous n'en profiterez peut-être pas complètement, mais vous pourrez peut-être vous inscrire quand même dans des parcours cohérents de formation en tant que professeur T2, T3, c'est-à-dire avec 2 années ou 3 années d'expérience. Alors pour résumer, le processus continu de formation débute en formation initiale, c'est votre cas, il se poursuit tout au long de sa carrière. La formation continue fait partie des compétences professionnelles attendues d'un enseignant. Elle s'inscrit dans les orientations du schéma directeur de formation des personnels de l'éducation nationale, à savoir se situer dans le système éducatif, se former, perfectionner ses pratiques professionnelles afin de s'adapter aux évolutions du métier et aussi être accompagné dans ces évolutions professionnelles. Et au-delà de tout ça, la formation continue vous offre les moyens d'enrichir votre réflexion professionnelle pour forger surtout votre propre personnalité de professeur. Je vous remercie. Merci beaucoup Laure et Antoine pour cette intervention qui permet de se projeter dans les mois et années à venir. Alors comme je suis aussi gardienne du temps, je regarde l'heure, il est 4h30 passées, donc nous n'allons pas prendre maintenant des questions de manière à avoir un temps suffisamment conséquent pour le mouvement. En revanche, nous, ce que nous voyons sur l'outil questions-réponses, c'est qu'il y a plus de 200 questions qui ont été posées. Vous avez posé plus de 200 questions. Donc on voit bien que toutes ces questions vous animent. Donc nous en discutions, nous échangions sur ce point avec Madame la DRH. Et donc nous nous engageons à répondre à ces questions, notamment par le biais d'une foire aux questions. Nous allons reprendre toutes les questions que vous posez, donc n'hésitez pas à en poser encore. Nous allons toutes les reprendre, qu'elles soient d'ordre administratif et pédagogique, et y répondre dans les jours qui viennent par le biais d'une foire aux questions. Alors, ce que nous vous proposons maintenant, c'est de passer au 3e et dernier temps de ce webinaire, qui est consacré au mouvement intra-académique. Et pour aborder ce 3e temps, eh bien, nous donnons la parole à Cécile Méza, qui est coordonnatrice mouvement à la DPE. Donc, nous donnons la parole à l'experte académique du mouvement. Cécile, c'est à toi. Merci. Donc après ça, il ne faut pas que je dise de bêtises. Bonjour à tous. Donc, nous nous sommes déjà rencontrés au mois de novembre lors du précédent webinaire, à l'occasion duquel je vous avais proposé une rapide présentation de la division des personnels enseignants, du mouvement national à gestion déconcentrée et des modalités pratiques de participation au mouvement inter. Alors, mon intervention aujourd'hui intervient 2 jours après les résultats du mouvement interacadémique, dont vous avez pu prendre connaissance via e-prof ou directement par SMS. Et donc, elle a pour objectif de vous permettre de vous situer dans le processus du mouvement et de vous indiquer quelles en sont les prochaines étapes. Donc, le mouvement, c'est une opération complexe, c'est un processus long qui confronte chaque année l'ensemble des demandes de mutation formulées par les enseignants, les personnels d'éducation, les psychologues de l'éducation nationale titulaires et stagiaires aux capacités d'accueil de chaque académie. Donc, je vous le rappelle, mais je pense que maintenant vous êtes bien au courant de tout ça, le mouvement constitue une seule et même opération qui se décline en 2 phases, le mouvement inter et le mouvement intra. Donc, pour vous, stagiaires, l'objectif du mouvement, c'est de vous permettre d'obtenir une première affectation en tant que titulaire à la rentrée 2021. Donc, nous nous situons aujourd'hui très exactement entre les 2 phases, après le mouvement interacadémique et avant le mouvement intra-académique. Vous savez dans quelle académie vous allez enseigner l'année prochaine et faire votre rentrée, mais vous ne savez pas encore précisément dans quel établissement ou sur quelle zone vous allez devoir enseigner. Donc,
vous avez pris connaissance de votre résultat avant-hier. Vous connaissez l'académie dans laquelle vous allez être titulaire. Ça signifie quoi? Ça signifie que cette affectation, elle est définitive. C'est-à-dire que vous resterez attaché à cette académie, dans cette académie, jusqu'à ce que vous décidiez d'en changer, en participant à nouveau au mouvement interacadémique en tant que participant volontaire cette fois. C'est-à-dire, si vous souhaitez, pour des raisons personnelles, changer d'affectation, vous participerez à nouveau au mouvement. Si l'affectation obtenue cette année ne vous satisfait pas pleinement, vous pourrez dès l'année prochaine participer à nouveau au mouvement interne. Si vraiment vous contestez cette affectation, je vous rappelle que vous avez la possibilité de formuler un recours auprès des services du ministère en utilisant le lien qui a été transmis avec votre résultat. Vous avez 2 mois à compter du jour de l'affichage, donc avant-hier, pour formuler ce recours. La deuxième phase du mouvement, la phase intra-académique, qui va débuter, se déroule de mars à juin et détermine l'affectation, donc plus précisément dans un établissement ou sur une zone de remplacement qui se trouvera dans l'académie que vous avez obtenue au mouvement inter. Donc le processus globalement est le même pour le mouvement interacadémique, mais il est décliné au niveau académique. Alors, c'est un petit peu la complexité du mouvement. On est dans un mouvement national qui suit des règles nationales tout en intégrant des spécificités académiques. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que le cadre général du mouvement est le même, quelle que soit l'académie dans laquelle vous êtes affecté à la rentrée. En tant que stagiaire, vous devez obtenir une affectation pour la rentrée 2021. Donc, comme vous l'a rappelé Madame Lamotte-Duncan, Madame la DRH, vous êtes participant obligatoire au mouvement intra-académique, quelle que soit votre académie d'accueil. Comme pour le mouvement inter, la procédure de participation au mouvement est complètement dématérialisée grâce à l'application eProf. Celle-ci vous permet d'accéder au module SIAM de la même façon à l'intra qu'à l'inter. Et c'est spécifiquement dédié à la saisie des vœux. Les 2 phases du mouvement restant liées, chaque participant conserve les droits dont il a bénéficié au mouvement inter, quelle que soit l'académie obtenue. Les 2 phases ne sont pas complètement déconnectées. Par exemple, si vous avez obtenu un rapprochement de conjoint ou bénéficié d'une bonification de stagiaire, ces bonifications ou cette situation de rapprochement de conjoint seront également pris en compte à l'intra. Il ne sera pas nécessaire de fournir à nouveau des pièces justificatives à l'appui de votre dossier. Mais à l'inverse, si vous n'avez pas obtenu ces bonifications au mouvement inter, vous ne pourrez pas y prétendre au mouvement intra. Alors, il y a une seule exception à cette règle, c'est la demande au titre du handicap, pour laquelle vous devez fournir un nouveau dossier médical, même si vous avez obtenu la bonification exceptionnelle de 1000 points à l'intra. En effet, celle-ci n'est pas reconduite automatiquement et votre dossier doit à nouveau faire l'objet d'une étude par le médecin conseiller technique auprès de la rectrice ou du recteur d'académie. Donc voilà, vous comprenez bien que les mouvements inter et intra sont très intimement liés et les démarches que vous avez effectuées à l'inter ont une incidence sur l'affectation que vous pourrez obtenir à l'intra. Pourtant, le mouvement a également des spécificités académiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des spécificités académiques? Ça veut dire que même si le cadre général du mouvement est le même pour tous et que le fonctionnement est similaire globalement dans toutes les académies, se décompose de la même manière, avec les mêmes modalités de saisie, il existe toutefois des spécificités académiques dans la construction des barèmes. Effectivement, les barèmes du mouvement sont établis par chaque académie, chaque année, dans le respect des priorités légales, évidemment. Donc, c'est pour ça que c'est décliné des règles définies par le BO à l'inter et qui sont précisées dans les lignes directrices de gestion propres à chaque académie. Donc, faites très attention, les calendriers sont différents d'une académie à l'autre, la période de saisie n'est pas la même, la date d'affichage des résultats non plus. Les types de vœux peuvent également être différents d'une académie à l'autre. L'Académie de Versailles n'a pas les mêmes problématiques de territoire que l'Académie de Guyane. Voilà. Chaque académie a des spécificités qui sont prises en compte à la fois par son barème
et à la fois par ces types de vœux. Comme vous l'a indiqué Madame Lamotte Duncan, l'objectif étant à la fois de satisfaire vos demandes de mutation et au maximum vos souhaits d'affectation, tout en permettant à chaque académie de pourvoir au maximum les postes sur l'intégralité des territoires. Donc, les types de vœux peuvent être différents. Les bonifications diffèrent également. Même pour les priorités légales, les montants peuvent varier d'une académie à l'autre. Et enfin, des bonifications particulières qui tiennent compte des spécificités académiques et des territoires peuvent exister. Ça veut dire que certaines bonifications existeront dans l'Académie de Lyon et pas dans l'Académie de Limoges. Alors, vous comprenez bien qu'en fonction de l'académie dans laquelle vous avez été affecté à l'issue de l'inter, les règles vont être différentes. Il y a donc deux possibilités. Soit vous avez obtenu une académie différente de l'Académie de Versailles. Vous allez donc quitter notre académie pour aller enseigner dans une autre académie. Vous devez dès aujourd'hui consulter le site académique de votre nouvelle académie pour prendre connaissance du calendrier et de la période de saisie et des règles de barème. Donc, les coordonnées des cellules mouvement sont accessibles directement sur les sites académiques des académies de France, mais également sur le site du ministère par le comparateur de mobilité que vous avez dû découvrir au moment du mouvement inter. Vous savez, il y a une carte de France sur laquelle vous pouvez naviguer sur les académies. Et donc, en passant par ce comparateur de mobilité, vous aurez les différentes coordonnées des cellules mouvement par académie. Alors, je précise que si vous participez effectivement au mouvement dans votre académie d'accueil, votre future académie, vous restez tout de même géré par l'Académie de Versailles jusqu'au 31 août 2021 pour tout le reste des actes administratifs. Donc, votre dossier administratif et financier reste géré par l'Académie de Versailles et votre correspondant habituel de la DPE reste votre gestionnaire. Vous gardez également votre accès e-prof Versailles jusqu'à cette date. La saisie de vos vœux se fera directement via votre e-prof actuel. Vous vous connecterez de la même façon que pour l'inter et dans e-prof, le module SIAM va vous orienter directement sur le processus de mouvement de l'académie que vous allez rejoindre. Deuxième possibilité, vous avez obtenu l'Académie de Versailles et vous allez rester dans l'Académie de Versailles avec nous l'année prochaine. Donc, là, voilà quelques éléments de calendrier. La circulaire qui définit les règles du barème est parue hier. Elle est disponible sur Ariane et donc vous précise tout le barème, la déclinaison des bonifications et le calendrier. Pour vous qui restez à Versailles, ainsi que pour tous les enseignants qui rejoignent Versailles après le mouvement inter, une nouvelle session de webinaire qui sera consacrée exclusivement au mouvement intra de Versailles vous sera proposée entre le 11 mars et le 16 mars. Donc, il y aura plusieurs sessions en fonction de votre corps d'appartenance et votre discipline d'appartenance. Donc, le 11 mars sont prévues les disciplines littéraires, histoire-géographie et la physique, chimie, biochimie, de 14h à 15h30. Vous recevrez une convocation et plus de précision. Je vous donne les dates à titre indicatif. De 15h30 à 17h, le 11 mars toujours, ce sera toutes les langues vivantes sauf l'anglais ainsi que les maths et la SVT. Le 15 mars, de 16h à 17h30, ce sera tous les PLP et les disciplines de la DPE 9, c'est-à-dire l'éducation musicale, la philosophie, les STI, l'économie-gestion, les arts. J'en oublie peut-être, mais non, je dois à peu près avoir tout dit. Et ensuite, le 16 mars, les CPE, PsyEN et EPS de 16h à 17h30 avec l'anglais. Voilà, vous recevrez une invitation pour ce webinaire et donc ce webinaire sera réellement consacré à l'explication du barème.
les différentes périodes d'interaction avec la DPE et les bonifications, le dossier de mutation pour Versailles. Voilà. Deuxième élément de calendrier, la saisie des vœux. Donc, le serveur SIAM ouvrira pour l'Académie de Versailles du 11 mars à 12 h au 25 mars 2021 à 12 h. Donc ça, c'est la période de saisie des vœux qui correspond à celle que vous avez connue déjà pour l'Inter. Hein, ça se passe de la même manière. Donc jusqu'au 26 mai 2021, les services travaillent et vous avez la période d'échange avec la DPE. Les barèmes auront été précédemment affichés le 4 mai. Donc vous aurez toute cette période-là pour échanger avec nos services pour constituer vos dossiers qui seront beaucoup plus simples qu'à l'Inter puisque vous n'aurez pas à refournir les pièces que vous avez déjà fournies. Le 28 mai, nous affichons les barèmes définitifs et enfin, vous aurez connaissance de votre affectation le 9 juin 2021 sur eProf. Voilà, donc une fois que vous aurez connaissance de cette affectation définitive, elle sera soit sur un poste fixe en établissement, soit sur une zone de remplacement. Et donc, vous pourrez, si vous êtes en établissement, prendre contact avec l'équipe d'encadrement et pédagogique de l'établissement pour préparer votre rentrée. Et si vous êtes sur une zone de remplacement, alors nous reviendrons vers vous pour participer à ce qu'on appelle la phase d'ajustement des TZR qui vous permet de faire à nouveau des vœux pour être affecté dans votre zone de remplacement. Voilà pour les temps qui attendent tout le monde, en fait. Vous êtes tous concernés par ces temps-là avec quelques différences de calendrier en fonction des académies. On va pouvoir passer à quelques questions, puisque pour tout ce qui est précision sur les barèmes, je vous l'ai dit, on les étudiera pendant les webinaires qui seront plus restreints en termes de discipline et on pourra aller plus précisément dans les barèmes qui aujourd'hui n'intéressent pas tout le monde. Voilà. Donc, il y a de très nombreuses questions hein, sur l'outil questions-réponses. Naïma, oui, c'est ça. On consacre une petite dizaine de minutes à ces questions. Voilà, et je finis juste parce que je vois la diapositive, la dernière. Encore une fois, je répète, n'hésitez pas à contacter votre service de gestion à la DPE dont les coordonnées sont à nouveau affichées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que vous soyez affecté à Versailles ou pas, on est là pour vous répondre. Voilà. Merci Cécile. Alors il y a plusieurs questions, enfin il y a une question qui est redondante, donc je préfère la partager avec chacun d'entre vous. Donc je suis stagiaire agrégation interne, est-ce que je dois quand même participer au mouvement intra pour rester dans mon établissement actuel? Non, si vous étiez titulaire certifié et que vous avez été nommé sur le poste qui était le vôtre en tant que certifié, vous êtes titulaire de votre poste. Donc, en tant que stagiaire de l'agrégation, ils ne participent pas, ils ne sont pas participants volontaires, obligatoires, pardon, au mouvement. Non, puisqu'ils étaient titulaires en tant que certifiés. Très bien. C'est une question qui revient très, très régulièrement. Il y a une question qui revient également très régulièrement, c'est la liste des postes susceptibles d'être vacants. Donc, j'ai répondu sur le chat, mais… Oui, alors ça, c'est une question que les enseignants se posent beaucoup. Donc, effectivement, au moment où le mouvement s'ouvre, un certain nombre de postes sont connus comme vacants, puisqu'on sait déjà qu'ils seront disponibles à la rentrée. Donc, ces postes-là seront affichés sur SIAM dans toutes les académies. Pour chaque académie, on fait un affichage des postes vacants à l'ouverture du mouvement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, cette liste est vouée à évoluer et qu'elle n'est pas… il y aura beaucoup plus de postes que ce qui est affiché puisque les disponibilités, les retraites, les congés parentaux continuent à arriver dans nos services et à libérer des supports. Et donc, ces postes vont se libérer et par jeu de mouvement, des postes aussi vont se libérer à l'intérieur même du mouvement. Certains enseignants vont quitter leur poste pour en prendre un autre. Donc, ce qu'on dit toujours dans le cadre du mouvement, c'est que tous les postes sont susceptibles d'être vacants. Et donc, il est fortement déconseillé de limiter ses vœux aux seuls postes vacants au moment de l'ouverture des serveurs, puisque c'est une liste qui, par définition, n'est pas complète. Elle est indicative, vous pouvez demander ces postes-là, il n'y a pas de difficulté, mais par contre, vraiment avoir en tête que tous les postes sont susceptibles d'être vacants et ne pas s'interdire de demander un poste qui n'est pas sur cette liste.
Alors, il y a une question qui est revenue plusieurs fois pour des stagiaires. Comment je peux m'assurer, en tant que stagiaire, de rester sur le poste qu'il occupe actuellement? Donc, je Alors, connais la vous pouvez réponse, mais je vous laisse. Vous ne pouvez pas. Vous êtes d'abord sur un support stagiaire et rien ne dit que ce support stagiaire va devenir un support de titulaire à la rentrée. Et ensuite, s'il devenait un support de titulaire, ni vous ni moi ne pouvons savoir si d'autres enseignants demanderont ce poste. Et c'est le barème qui déterminera la personne qui arrivera sur ce poste. Donc, à moins d'une conjoncture très favorable au niveau et des barèmes et des postes, personne ne peut vous garantir de rester sur le poste. Voilà, c'était très important de le dire parce que la question est revenue plusieurs fois. Alors, il y a beaucoup de questions autour d'une modification de la situation personnelle, notamment du changement d'adresse, de domicile, etc., entre les résultats, enfin le dossier du mouvement inter et du mouvement intra. Donc, j'ai répondu sur le chat qu'il fallait effectivement interpeller les services de gestion à la DPE, mais ils doivent également faire la démarche de modifier directement, je crois, Cécile, sur Alors, oui, l'application. puisque, comme je l'ai indiqué en préambule, le mouvement inter est lié au mouvement intra et toutes les données qui sont liées à votre situation personnelle sont extraites et sont les mêmes au moment du mouvement inter qu'au mouvement intra. Et donc, votre confirmation de mutation mentionnera l'ancienne adresse. Donc, il convient, quand vous la recevrez, de la barrer en rouge pour que ce soit bien visible et de la modifier à ce moment-là. Et votre gestionnaire interviendra dans la barre mouvement pour prendre en compte cette information. Il y a une question, mais j'ai peur de ne pas très bien l'avoir comprise parce qu'elle est très courte, sur le fait une fois qu'on a passé le mouvement inter, qu'on est affecté donc à Versailles, est-ce que on perd ces points? À ma connaissance, non. Alors non, en fait, les barèmes ne sont pas comparables en tant que tels entre l'inter et l'intra pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. C'est que, en fait, quand on parle de bonification acquise, on parle de droit ou de possibilité d'octroi. Si vous avez eu un rapprochement de conjoints, vous gardez l'octroi de cette bonification. Mais le montant de la bonification n'est pas le même en fonction des académies. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que la valeur d'un rapprochement de conjoints, si je continue sur cet exemple-là, sera inférieure dans le cadre de l'intra par rapport à ce qu'elle était à l'inter. Mais l'équilibre des barèmes fait que toutes les bonifications seront inférieures. Donc, en fait, ce qui compte, c'est pas vraiment de comparer les barèmes puisque c'est un équilibre qui se crée au sein de chaque académie en fonction des priorités académiques. C'est la hiérarchie des bonifications, en fait, qui font que telle ou telle bonification a du poids. Donc, vous ne perdez pas de points. Si vous comparez les barèmes, vous aurez cette impression-là, mais l'équilibre des barèmes est fait de telle manière que si vous aviez un rapprochement de conjoint qui vous permettait d'être bien placé, vous garderez cette situation de conjoint et donc ce classement favorisé dans les barèmes. C'est l'équilibre des barèmes qui joue. Alors, j'ai beaucoup de questions sur le rapprochement de conjoint. J'ai une question sur, je n'ai pas fait la demande du rapprochement de conjoint dans le cadre du mouvement inter, pardon. Est-ce que je peux le faire dans le cadre du mouvement intra? Eh bien non, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Les droits acquis doivent l'avoir été à l'inter. Donc en fait, si vous n'avez pas eu de rapprochement de conjoint à l'inter, vous ne pourrez pas l'avoir à l'intra. Les mouvements sont liés de ce côté-là. D'accord. Dernière question en ce qui me concerne, parce qu'après, ce sont des questions trop techniques qu'on évoquera, soyez-en assurés, dans le cadre des webinaires qui seront dédiés, parce qu'elles sont liées précisément aux règles de calcul, et qui concernent encore une fois les bonifications conjoints. Donc, la bonification, pouvez-vous nous rappeler la bonification en termes de points pour un PAX et pour une année de séparation avec son conjoint si les académies ne sont pas limitrophes? Je ne sais pas si vous voyez la question, Cécile. Déjà, la limitrophie ne joue plus à l'intra. Et une deuxième particularité de l'intra que je n'ai pas évoquée ici, puisqu'elle aura vocation à l'être dans les webinaires qui seront beaucoup plus précis, c'est les types de vœux. Dans l'Académie de Versailles, on a une échelle de vœux qui part de l'établissement, ensuite la commune, le vœu géographique qui a plusieurs communes liées, et ensuite le département, puis l'académie. Les types de vœux ne sont pas identiques dans toutes les académies, c'est pour ça que je n'y ai pas été. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les barèmes varient
d'un type de vœu à l'autre. Donc, je ne peux pas répondre à cette question précisément parce qu'on rentre dans quelque chose de très technique. Et il faudrait voir ça de façon plus précise, peut-être dans les webinaires qui suivront, puisqu'on a prévu un grand temps de questions-réponses. Oui. Il y a une question, une dernière question sur les bonifications qui sont en haut de la hiérarchie dans l'Académie de Versailles. Mais Alors, il y a de toute façon, la hiérarchie dans toutes les académies, elle est à peu près la même, c'est-à-dire qu'on a des priorités légales qui restent, les priorités absolues de mutation. Celles qui étaient en cours à l'Inter restent, c'est-à-dire le rapprochement de conjoints, mais s'ajoutent à celles-là des bonifications importantes qui sont celles de la mesure de carte scolaire, des mesures de réintégration pour des collègues qui étaient en disponibilité et qui vont reprendre une activité en établissement. Et là, on a des bonifications qui sont très élevées, ainsi que celles au titre du handicap. Au-delà de ces cas-là, qui sont très particuliers et qui sont des priorités absolues, on revient sur les priorités légales habituelles, qui sont le rapprochement de conjoints, l'éducation prioritaire, et ça, elles sont les mêmes dans toutes les académies avec des valeurs différentes. Très bien, merci. Merci à vous, mesdames. Alors, il me revient le soin de clôturer ce troisième webinaire. Alors, d'abord, je vais vous remercier tous, vous participants, qui êtes restés très nombreux au cours de ce webinaire. Nous sommes toujours autour de 1000 personnes. Donc, merci à vous pour votre attention. Merci à l'ensemble des équipes qui ont participé et contribué à la préparation de ce temps d'échange. Donc, comme vous l'ont dit, les équipes de la DPE notamment, nous revenons vers vous très vite, c'est-à-dire dès la semaine prochaine ou début de semaine suivante, sur 4 temps d'échange sur les opérations de mobilité. Bien sûr, les disciplines, les corps concernés selon les jours vous seront précisés très très vite maintenant, de telle manière que vous puissiez vous organiser ou en formation ou dans vos établissements. Et puis nous avons relevé énormément de questions, notamment sur la partie stage, sur lesquelles nous reviendrons vers vous sous la forme de foire aux questions, comme vous l'a dit Madame Lombard-Gouillou tout à l'heure. Donc je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.